Disney, c'est toujours la même recette. Une phrase qui résonne de plus en plus, qui s'avère vraie sur certains aspects et qui pourtant regorge de grands classiques que tout le monde a ne serait-ce qu'aperçu au moins une fois dans sa vie. Tout le monde a déjà entendu une chanson, reconnu un personnage ou a au moins un produit dérivé de la firme, sauf que je l'ai dit, ce sont des classiques, des œuvres bien ancrées depuis des dizaines d'années et des fois même beaucoup plus d'ailleurs, une cinquantaine d'années. Et aujourd'hui, c'est bien plus fréquent de voir une peluche Winnie, un porte-clés Bambi ou un abattant de toilette Nemo qu'un produit avec dessus Star ou Tuk 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 Tuk. Je sais plus comment il s'appelle le petit machin qui roule là. Je sais même pas d'ailleurs si les noms que je viens de prononcer sont connus. Mais le plus important, et surtout le plus intéressant souvent chez Disney, c'est que les histoires, elles se passent pas uniquement sur l'écran. Le plus intéressant, c'est les histoires qui se passent derrière la production. Comment les films que vous regardiez quand vous étiez petit sont arrivés devant vous. Les choix, les décisions, les faits, et des histoires comme ça, il y en a des dizaines, toutes plus intéressantes les unes que les autres. Le Roi Lion, Kuzco, ou même Dingo et Max. Mais celle que j'ai choisie, elle est tout autre. Si ce visage ne vous dit rien, laissez-moi vous présenter Chris Sanders, une personne extrêmement importante dans la création de Lilo et Stitch. Il commence sa carrière sur l'œuvre la plus marquante des années 80 qui marquera l'histoire de la pop culture puisqu'il est animateur sur les Muppets Babies. Oui, désolé du faux espoir, mais il est très vite repéré puisqu'il finira en tant que scénariste sur bon nombre de productions du studio. La Belle et la Bête, Mulan, Aladdin ou le fameux grand sauveur de Disney, Le Roi Lion. Une pelletée de films qui ont réussi l'exploit de redresser le studio puisque Le Roi Lion c'est un budget de seulement 45 millions de dollars pour un résultat de 968 millions. Et ça c'est au box-office mondial évidemment. Presque le milliard alors que c'était censé être le petit film comparé à Pocahontas qui lui aura ramené 346 millions de dollars pour un budget de 55 millions. Pas une honte du tout, mais on est de plus en plus sur le déclin des films d'animation une fois passées les années 2000. Et même une fois qu'elles arrivent d'ailleurs. Dinosaur c'est 200 millions, ce qui est colossal à l'époque, c'est l'un des plus gros budgets pour un film cinéma, qui ramène 349 millions à la sortie, donc presque autant que Pocahontas. On n'est pas sur un succès phénoménal. Kuzco et Atlantide c'est entre 90 et 100 millions pour des résultats qui sont franchement pas dingues, une perte de régime qui a forcé Disney à miser sur des plus gros films avec des plus petits entre les deux pour les faire patienter. Et le gros film de 2002, c'est La Planète au Trésor. Sauf que vous vous rappelez de ce que je vous ai dit, il faut un entre-deux pour patienter, un film léger avec peu de budget basé sur le même système que Dumbo à l'époque. Dumbo il est sorti, c'est sorti quand il y avait plus de sous quoi. On produit à moindre coût quelque chose qui devrait rapporter de l'argent plutôt facilement et c'est à Sanders qu'on confie le bébé. Mais pas à lui seul. À l'époque, le directeur de la branche animation cherche une histoire à adapter, et c'est là que Chris Sanders entre en jeu, puisqu'en plus de son expérience au sein du studio, il a également écrit dans les années 80 un livre pour enfants. Un livre qui raconte l'histoire d'un extraterrestre perdu sur Terre dans une jungle, ou une forêt, ça dépend, j'ai jamais trop su ce que c'était. Ça y est, on la tient notre histoire. Une histoire de Chris Sanders pour un film. De Chris Sanders, à une seule condition, de recevoir l'aide de Dean DeBlois en co-réalisateur. Pour vous dire à quel point ce mec est un génie, il est animateur de base, il a travaillé sur Pousselina et Atlantide, mais son plus gros coup de maître, c'est d'être appelé en tant que storyboarder sur Mulan, et de se retrouver par un hasard total au scénario. C'est-à-dire que le mec, il est appelé pour un boulot, mais il est tellement bon autre part, sans le faire exprès, que les gens ont même pas remarqué qu'il s'était trompé de poste. C'est fort quand même. Et c'est donc sur Mulan que les deux vont se rencontrer. On a nos personnages, on a notre histoire à adapter, on a notre petit budget de 80 millions. Maintenant, il faut voir de quoi on parle. Parce que l'histoire de Sanders, elle a pas du tout la même tête que le film. Déjà, il n'y a pas de Lilo, c'est juste Stitch, et il y a 80 millions de versions différentes. Stitch qui est un pirate de l'espace, Stitch qui est un extraterrestre isolé, on sait pas trop pourquoi. Et finalement, on a pris une toute autre tournure. Le film commence par de la SF brute, si vous attendiez à l'ambiance de la jaquette, ça doit être dur parce que là c'est Star Wars à fond, avec le procès du docteur Jumba Jookiba, un scientifique extraterrestre relativement dangereux, qui a quand même fabriqué des choses terribles quoi, présent devant le Conseil Galactique pour la création d'un monstre, l'expérience 626, inventée dans un seul but, détruire tout ce qui touche. En somme, un instinct de destruction poussé à son maximum, je reviens dessus d'ailleurs, mais là c'est devant le
conseil galactique qu'il est. C'est pas juste le dirigeant de sa planète ou quoi, non. C'est les Nations Unies de l'espace. Bon, ce fameux monstre, du coup, c'est 626, mais c'est aussi celui qu'on va appeler Stitch. Une bestiole à 4 bras, très énervée, nyctalope, super fort au point de pouvoir soulever 3000 fois plus lourd que lui. Donc, si on se dit qu'il pèse le poids d'un petit chien, il pourrait soulever 24 tonnes. C'est colossal quand même. Bon, en plus de toutes ses capacités, il est apparemment tellement vulgaire qu'il est capable de faire vomir ce robot là, et de choquer tout le monde du coup. Bref, la décision est prise, casse-prison pour Jumba et exil pour Stitch. Et c'est Gontu qui va se charger de ramener la petite bestiole sur un astéroïde désert avec un système de sécurité qu'il a aussi fait très SF. 2 gros canons ciblés sur son code génétique qui n'attaque que Stitch, qui a le sang rose. C'est assez mignon. Sauf que le petit, il est malin puisque son code génétique, il est sur tout ce qu'il produit quoi. Donc s'il lâche un molar, bah c'est comme s'il s'enfuyait. Comme quoi la sécurité galactique c'est aussi fiable que les dessins IA. Avec tout ça, du coup Stitch, bah il comprend très vite qu'il a juste à lâcher un gros glavio et du coup ça va lui permettre de fuir. Et il parvient à s'enfuir à bord d'un vaisseau patrouille et pas n'importe lequel puisqu'il a pris le rouge. Ça a l'air très important. Quelque chose me dit qu'il n'est plus à bord. Confirmé, il a pris un vaisseau patrouille. Et il a pris le rouge. À la suite de ça, il va entrer en hyperespace et il devrait donc s'écraser sur les coordonnées de la Terre. C'est pourquoi la présidente du Grand Conseil a besoin de quelqu'un pour aller le récupérer. Ce sera donc le rôle de Pikli. Un expert de la Terre pas super motivé, mais qui a quand même suffisamment de sens du devoir pour y aller parce que ce dernier pense que les moustiques sont une espèce en voie de disparition. Et du coup, il sera accompagné par la personne qui connaît le mieux Stitch, Jumba. On a donc notre duo de méchants. Super. Maintenant, il nous faut notre duo de gentils. S'enchaîne donc alors la super intro où l'on découvre sans aucun dialogue Lilo, une petite fille passionnée de photos de gens obèses et de hula, arrivée en retard puisqu'elle devait aller donner un sandwich au beurre de cacahuète à Doudou. Doudou étant un poisson, ce qui va finir en bagarre générale puisque sa camarade a le don de se foutre de cette pauvre Lilo qui croit dur comme fer que si elle nourrit Doudou, ce dernier amènera le soleil. Doudou fait venir le soleil. Mise à l'écart, Lilo rentre chez elle, personne ne veut jouer à la poupée avec elle puisqu'elle a une poupée plutôt à la marge on va dire, un peu comme Lilo puisque c'est une petite fille pas tout à fait épanouie dans sa vie et surtout très seule. Et tellement seule qu'elle ne vit avec qu'une seule personne, sa sœur Nani, qui vient la chercher à l'école sauf que pas de bol, Lilo elle est pas là. Bon, on pourrait se dire que c'est une situation très Disney, ça, c'est pas un drame si elle rentre toute seule, sauf que non, c'est le jour de la visite de l'éducateur et forcément Nani elle est super en colère, rien ne va dans la maison, elle est coincée dehors parce que Lilo fait une dépression dans le salon en écoutant Elvis, il y a des trucs sur le feu, il y a un dessin de Lilo en train de clamser dans un coin, Lilo récite super mal son texte et dit qu'elle va se faire discipliner à coups de briques, bref, rien ne va. La petite famille a donc 3 jours pour régler tous ses problèmes. Et s'ensuit une des scènes les plus sincères qu'un Disney puisse proposer. Là vraiment c'est une vraie dispute entre sœurs, ça sent presque le vécu et c'est très bizarre puisque du coup c'est une dispute tellement fraternelle, c'est fou, il y a des insultes qui servent à rien, fondamentalement elles sont même pas forcément méchantes, mais ça fait mal quoi au fond, c'est un peu triste. Cette scène est trop bien. C'est une course-poursuite entre sœurs, c'est des insultes de sœurs, c'est une réconciliation de sœurs, genre Nani elle vient avec de la pizza après une dispute. C'est génial, c'est trop mignon. Et c'est à partir de là qu'on ressent vraiment la solitude de Lilo. Sa sœur peut pas être présente tout le temps. Elle a quand même 19 ans quoi. Elle a du mal à se faire des amis. Sa passion c'est de photographier des obèses. Elle arrivera jamais à voir sa sœur comme une figure maternelle. Cet enfant ne va pas bien du tout. J'ai besoin d'un ami. De quelqu'un qui m'abandonnera jamais. Je sais pas, envoyez-moi un ange. L'ange le plus gentil du monde. Forcément, si Lilo souhaite un ami, ça risque à quelques pourcents près de chance d'être cet extraterrestre qui, en plus d'être extrêmement agressif envers la faune et la flotte locale, réussit à survivre après s'être fait écraser par environ 4,33 tonnes, ce qui montre bien sa résistance plutôt élevée. Il tombe simplement dans les pommes jusqu'au matin, se réveillant dans un chenil où se trouvent Lilo et Nani pour adopter le fameux petit ange. Et c'est la première rencontre entre Lilo et 626. Et c'est littéralement 2 mondes qui se rencontrent. D'un côté Lilo qui a juste besoin d'un ami pour combler sa solitude et de l'autre Stitch qui s'en sert uniquement de bouclier contre les 2 autres zinzins de l'espace. On pourrait presque croire au début d'un buddy movie de l'été sans budget pour faire de l'argent, mais je rappelle qu'aux commandes c'est Sanders et de Blois. Et ces 2-là,
Ils ont un thème commun qu'ils maîtrisent plutôt bien. Mais Sanders, il a notamment réalisé Les Croods, bon, c'était pas si mal, mais surtout un film qui est à mon sens le digne successeur de Lilo et Stitch, puisqu'il a réalisé Dragon, avec De Blois. Les deux étaient sur le même film. Et les deux partagent énormément de points communs. Déjà les visuels, tu ressens fortement la patte Sanders. Croque-mou, c'est Stitch Gen 2. Des formes très arrondies et un truc que j'ai toujours trouvé très chouette dans les décors des deux films, c'est à la fois des endroits minuscules, mais immenses. Dans Dragon, le village de Burke, il est pas très grand à l'échelle d'un dragon. Mais comme un dragon, ça a l'avantage de voler, bah tu peux aller partout. C'est le même cas pour l'île de Kauai. C'est pas super grand, mais le film te fait une intro de fou dans l'espace. Ça montre vraiment l'écart entre les duos. Mais s'il y a bien un thème qui les rassemble, c'est la différence. Je vais revenir uniquement sur Lilo et Stitch puisque Dragon aura sûrement le droit à son MP4 un jour, mais Stitch il est abattu de se retrouver sur cette île. Il peut même pas aller sur les autres îles. Hawaï c'est une archipel mais il y a de l'eau entre. Il a une densité moléculaire trop élevée pour pouvoir aller dans l'eau. Il est bloqué, il est coincé, il peut rien faire. Il y a pas de ville donc il y a rien à détruire, elle est entourée d'eau donc bah il est coincé. Le pauvre, vraiment il s'est fait nerf juste par son environnement. Et à côté de soi il doit rester avec cette petite fille de 5-6 ans parce que sinon il va devoir fuir constamment. C'est lui qui fait perdre son travail à Nani parce qu'il a bouffé la tête de Pikli. Il est pas fait pour ça. Stitch, il se retrouve à lutter contre sa propre nature. Et de l'autre côté, t'as Lilo qui doit faire de son mieux pour soutenir sa sœur, dresser Stitch, car je le rappelle, à ce stade, elle pense toujours que c'est juste un chien qui parle, à s'intégrer. Bref, Lilo, pour son âge, elle est bien trop adulte. Elle raconte l'histoire de la mort de ses parents à Stitch, et quand c'est au tour de Stitch de partir, elle dit ça. Je ne t'oublierai jamais. Je n'oublie jamais ceux qui s'en vont. Mais c'est terrifiant, cette petite fille a des traumas jusqu'au talon. La double lecture, elle est folle. Les parents de Lilo et Nani sont morts dans un accident de voiture quand il pleuvait, et sa première phrase du film, c'est « Doudou fait venir le soleil ». Il y a un truc. Et pourtant, avec tout ça, Stitch a besoin d'une famille, Lilo et Nani aussi, et ça, c'est typiquement Chris Sanders. La différence n'est pas une peur, c'est une richesse. Le duo fonctionne à merveille, chacun a besoin de l'autre et tous les autres personnages qui gravitent autour ne font qu'amplifier cet effet. Nani, c'est typique d'une sœur qui fait de son mieux, mais qui a une charge trop grosse pour réussir. Et on aurait pu avoir un vrai love interest dans le film avec David, c'est le gars qui bosse avec elle. Tu sens que les deux se tournent autour, mais Nani, elle met toujours la priorité sur Lilo. Et c'est très culturel de l'archipel. Les réals ont fait un gros travail de recherche. Des références d'animation pour le hula, mais aussi des sublimes décors à l'aquarelle. Ça faisait depuis les années 50 qu'on n'avait pas vu, c'était sûrement depuis Dumbo qu'on les avait pas vus. Mais surtout sur les concepts. Ohana, c'est un vrai concept d'Hawaï. C'est pas juste une bête phrase sortie du chapeau. En fait, Ohana, ça dépasse vachement le cadre de la famille. C'est la famille au sens extrêmement large. Ça comprend les amis, ça comprend les connaissances très proches. Ça concerne quasiment tout le monde, en fait. C'est historiquement ce qui a coûté pas mal de problèmes d'ailleurs à l'archipel. En fait, là, Stitch, il fait partie de la famille alors que quasiment tout le monde sauf Lilo sait pertinemment que c'est quelqu'un de très étrange. Je veux dire, tout le monde sait que c'est pas un chien. C'est comme ce truc très chouette là, avec la chanson quand Cobra annonce qu'il va récupérer Lilo. Les deux sœurs chantent une chanson chantée par la dernière reine d'Hawaï avant de céder le territoire aux Américains. Une douce étreinte Aoli Ao jusqu'à nos retrouvailles. C'est quand même vachement fort parce que du coup Cobra c'est un gars de la CIA donc c'est un américain. C'est fort. Reine qui revient d'ailleurs aussi dans le début. Vous savez la petite chanson au début là, elle est trop bien. Je vous invite à vous pencher sur les paroles un jour. Lilo et Stitch, c'est une des histoires Disney les plus intéressantes, pressentie pour être un petit film perso dans son coin. C'est au final un vrai succès. C'est toujours dans le top 30 des plus gros succès de la firme. Mais c'est surtout un film honnête, un film qui parle très bien de la différence, des valeurs qui aujourd'hui ne sont plus le fer de lance de Disney. Je suis pas très politique, mais je vous invite à grandement réduire votre consommation de produits Disney, voire de tout stopper, parce que il y a des mots que je peux pas dire, mais je les pense très fort. Mais fut un temps, les petits projets Disney
C'était des films qui parlaient d'amitié sincèrement, qui respectaient les cultures et qui pouvaient montrer que la différence est une richesse.